Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Nous irons en Normandie aujourd'hui où une plantation de 500 genévriers a eu lieu pour relancer la culture de cette baie. La baie de genévrier permet de faire notamment des spiritueux sans alcool et nous en parlons aujourd'hui. Mais tout de suite, c'est l'actu de nos PME. 3677 demandes de médiation ont été adressées et traitées en 2022 par les équipes du médiateur des entreprises. C'est ce qui ressort du bilan de l'année 2022. Comme vous le savez, les actions de la médiation des entreprises sont gratuites pour les entrepreneurs en difficulté et qui sollicitent une aide. Nous noterons notamment qu'en 2022, le nombre de différents commerciaux entre entreprises est reparti à la hausse en raison notamment de l'envolée des prix de l'énergie. À Nantes, Doctolib a racheté Silo, une start-up néerlandaise qui a développé une messagerie collaborative à destination des soignants. La start-up indique avoir près de 500 000 utilisateurs qui échangent en moyenne 40 millions de messages par mois. Cette acquisition permettra à la licorne française de développer sa solution Doctolib Team qui simplifie les messages et l'interaction entre soignants. À Toulouse, le fabricant d'avions Aura Aero a annoncé la construction d'une grande usine d'avions pour fabriquer d'une part son petit biplace de voltige pour les écoles de pilotage, mais aussi des versions thermiques et électriques pour l'aviation privée. Déjà 100 exemplaires ont été commandés avant l'obtention même de leur certification qui devrait être délivrée cette année. Le fabricant prévoit aussi la construction d'un avion régional électrique de 19 places. Cet avion régional devrait être mis en service en 2027 et a déjà reçu 350 intentions d'achat. Allez, on va parler des genévriers. C'est un arbre ou plutôt un arbuste et ces baies sont utilisées notamment pour produire du gin. Donc effectivement, on en fait un alcool, mais la baie a aussi des vertus médicinales. Je crois même aussi qu'on peut l'utiliser en cuisine. Bonjour Valérie de Sutter, vous êtes la fondatrice de JNPR, qui est une marque française de spiritueux sans alcool. Le nom de JNPR vient de Juniper Berries, j'imagine, non ? Exactement, ça veut dire baie de Genièvre. Et donc, on a enlevé les voyelles comme on a enlevé l'alcool parce qu'on est une marque de spiritueux un peu particulier puisqu'on fait des spiritueux sans alcool. Et notre ingrédient principal, notamment du premier produit qu'on a lancé qui s'appelle Juniper numéro 1, est très majoritairement la baie de Genièvre, d'où notre nom. Alors on va commencer par le début si vous le voulez bien. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, à quoi ressemble un genévrier ? Pardon pour la naïveté de cette question, mais je l'assume complètement. En fait, c'est une baie, enfin, ça ressemble à une baie ronde. Quand ça pousse sur un arbuste qui ressemble à un petit pin, qui pique énormément. Et en fait, quand ça pousse, c'est vert. Et quand ça devient mûr, ça devient un peu violacé noir. Et ce sont ces baies qui sont comestibles pour une partie des genévriers, donc ce qu'on appelle les Juniperus communis. Et ce sont ces baies qu'on peut intégrer, comme vous le disiez, en cuisine, qu'on peut utiliser dans des alcools, notamment le plus connu étant le gin, parce que c'est la baie principale du gin, ou en tout cas c'est la baie essentielle pour faire un gin. Ou nous, on a un peu détourné l'usage pour en faire des spiritueux sans alcool. Et enfin, je l'avais oublié, mais vous l'avez mentionné, parce que ça a aussi des propriétés médicinales assez fortes. D'ailleurs, c'est une baie qui a été utilisée depuis des siècles. À cette fin, quand on voit des traités, par exemple, de distillation, on voit que la baie est utilisée et ces baies sont en fait, sont aussi des traités de pharmacie, de pharmacologie, et on voit une utilisation très forte de la baie de Genièvre. Alors cette baie est cultivée essentiellement en Europe de l'Est, il y en a en France aussi, mais la production à base de baies de genévrier fait souvent appel à l'import parce qu'en France, on ne peut pas cultiver régulièrement, c'est compliqué, il n'y a pas de machine pour les récolter, donc on les importe depuis un pays où la main-d'œuvre est moins chère. Mais vous, pour avoir ces précieuses baies, vous avez décidé de planter des baies pour les cultiver et c'est en Normandie. Exactement, en fait, quand on s'est rendu compte qu'elles étaient majoritairement importées, on s'est dit, et que c'était en fait une essence indigène normande, c'est-à-dire qu'elle pousse traditionnellement en Normandie, que ça fait partie des essences qui peuvent pousser, on s'est dit qu'avec le nom qu'on avait, avec l'intérêt majeur qu'on avait pour cette baie, pour notre premier produit, qu'il serait intéressant de pouvoir la replanter. On a fait un premier test parce que voilà, je ne suis pas du tout spécialiste de la baie de Genièvre. Je n'en ai pas d'ailleurs dans mon entourage et je n'en ai pas trouvé d'ailleurs. Et donc, on a fait un premier test en 2020. C'était juste au moment de notre lancement. On s'est lancé en février et en mars, on plantait 60 premiers plants. Mais on s'est rendu compte que c'était un projet en fait assez vertueux dans le sens où nous, on est en Normandie. La Normandie a perdu beaucoup de haies
du fait du remembrement depuis des années. Je veux dire, quand on se promène dans la campagne normande, on voit assez aisément, assez facilement qu'effectivement, ces fameuses haies n'existent plus. Et en fait, ces genévriers permettent d'en recréer, ce qui est assez utile aussi du point de vue du réchauffement climatique, parce que ça stocke le carbone. Enfin bref, ça a plein de vertus aussi pour le territoire. Donc, avec cette baie Made in Normandie, vous allez produire votre spiritueux, mais en Corrèze cette fois-ci. Votre produit, je vois d'ailleurs une bouteille à côté de vous. Votre produit s'appelle donc, je rappelle, le JNPR. Ça, c'est Juniper numéro 2 parce que j'ai fini ma bouteille de Juniper 1. Donc voilà, donc on en a deux qui sont faits en Corrèze, qui s'appellent Juniper 1 et Juniper numéro 2. Pourquoi en Corrèze? Parce qu'on a trouvé là-bas une distillerie familiale avec laquelle on travaille très bien, avec laquelle on a développé nos produits. Donc pour moi, c'est une reconversion, ce projet. Donc je ne maîtrise pas l'alambic. Je me suis améliorée depuis le lancement, mais je ne suis pas du tout une spécialiste. Et je me suis associée aussi à un bartender qui s'appelle Flavio Angiolillo, qui est un bartender assez reconnu dans le milieu du bar. Et ensemble, on est allé voir la distillerie en leur disant, on a une certaine idée de ce qu'on veut faire. Eux, ils ont le savoir-faire autour de l'alambic, aussi autour du gin. Et donc, on leur a proposé de travailler avec nous sur un format sans alcool. C'est pour ça que c'est fait en Corrèze. Pour terminer, pourquoi vous vous êtes lancé dans ce marché des boissons? Parce qu'il y a déjà de nombreux acteurs et que les boissons ont beaucoup de mal à se faire une place sur ce marché. Je me suis passionnée pour le secteur des boissons. Je trouve qu'on fait beaucoup attention à ce qu'on mange, enfin, en tout cas de plus en plus. Il y a une vraie tendance autour de ça. Et je trouvais qu'au moment de l'apéritif, en fait, on abandonnait un peu vite nos principes ou en tout cas les efforts qu'on faisait par ailleurs. Et qu'en fait, on manquait de choix. C'est-à-dire que si on voulait faire attention au moment de l'apéritif, pas simplement au sujet de l'alcool mais aussi par exemple du sucre ou de la provenance des ingrédients, enfin voilà, tous ces sujets-là étaient un peu négligés au moment de l'apéritif. Et donc, je me suis dit qu'il manquait quelque chose. Je suis allée aux États-Unis. En fait, j'ai découvert des tendances dans le milieu de la boisson assez fortes qui m'ont beaucoup plu. Alors, il y a beaucoup d'excès aux États-Unis. C'est pas du tout un modèle de. Enfin, je veux dire, j'aspire pas. Voilà, mais en fait, ça m'a ouvert les yeux sur. En fait, qui effectivement, dans le domaine des boissons, on pouvait aussi avoir d'autres choses, d'autres propositions. Au moment de l'apéritif, moi j'ai 3 enfants, j'ai eu des jumeaux, je n'avais pas toujours envie d'alcool, et quand j'en avais pas envie, en fait, le choix était très limité. Ouais. Et donc le déclencheur, ça a été les États-Unis, où je me suis dit, en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui sont possibles, et c'est un peu nous qui nous limitons. Voilà, l'offre était très limitée, mais il fallait recréer quelque chose. Et pour finir, nous allons parler de la fibre optique Made in Limoges. Et vous allez voir dans ce reportage que la fibre optique permet de faire bien plus que le transport d'Internet, du téléphone ou encore de la télévision. Un reportage de 7 à Limoges. Parce que la fibre optique ne sert pas qu'à acheminer la télévision et l'Internet à la maison, il est utile de faire un tour des ressources en recherche, formation et entreprise à Limoges. Quand on parle de photonique, on parle de la science de la lumière. On va étudier le photon et ses propriétés. À contrario de l'électronique, on va étudier l'électron. La photonique au national, et ça représente à peu près 1000 entreprises. Il y a 4-5 grands pôles d'activité nationaux. Il y a bien sûr Paris, le plateau de Saclay. Il y a la Bretagne autour de Lannion. Il y a Grenoble et il y a la Nouvelle-Aquitaine. Et dans la Nouvelle-Aquitaine, on va dire qu'on a dans la photonique des domaines d'excellence. Ça concerne le laser et ça concerne aussi la fibre optique. C'est comme ça, pas autrement. Mon cœur bat comme un aimant. Les fibres optiques occupent désormais de très nombreux secteurs, industrie automobile, aéronautique, électronique, pour des applications utilisant d'importants niveaux de puissance, comme des lasers pour la découpe ou la soudure des métaux. On a des applications également de biologie santé, également des perspectives pour soigner des choses qu'on aura observées à l'aide d'un endoscope. Et également, par exemple, sur le prélèvement de fluides corporels. On a d'ailleurs à Xlim, en collaboration avec un laboratoire à Singapour, on a un record de détection. Ça permet de détecter des traceurs du cancer très très tôt, avant que la maladie ne devienne réellement dangereuse. Et donc, on espère contribuer à soigner plus tôt et donc à mieux soigner ces cancers.
Donc ce que vous voyez, c'est la partie brillante, c'est ce qu'on appelle une préforme de silice, à partir de laquelle la fibre optique va être étirée. Une des spécificités de Limoges, c'est de faire des fibres optiques qui contiennent des trous d'air. Donc vous voyez sur la partie haute, ici, qu'il y a 2 tubes qui arrivent et qui vont nous permettre de contrôler les pressions et le vide à l'intérieur de notre future fibre optique. La gaine qui est là, on a les trous et le cœur qui est là. Et c'est les trous qui confinent la lumière dans le cœur. Et il faut une bonne géométrie, une bonne taille pour pouvoir le confinement qu'on veut avoir. Et les propriétés, et on les a à peu près. La fibre optique, c'est quelque chose de vraiment différenciant à Limoges. On a à la fois la recherche fondamentale, on a aussi les entreprises qui sont nées de cette recherche-là. Il y a une entreprise qui s'appelle GloPhotonics qui maintenant va commercialiser des produits à partir de ce savoir-faire fibre optique. Et on est vraiment dans l'innovation. On n'est pas dans la fibre télécom classique, on est dans des fibres très spécifiques utilisées dans des chaînes laser très haute puissance. La très haute puissance, on la trouve aussi dans une future arme laser permettant d'abattre un ou plusieurs drones hostiles. Nous, on va s'occuper de la partie optique, photonique. On va monter le laser à partir des fibres optiques. Et ensuite, c'est notre partenaire et donneur d'ordre qui va se charger de l'assemblage et de mettre tous ces éléments dans une boîte, dans un produit fini. Pour moi, quand je regarde, quand on fait les manips, je rêvasse et je visualise un électron danser. La plupart de nos activités de recherche, mais aussi les activités de GloPhotonics, c'est vraiment pour développer des composants photoniques, ce qu'on appelle enablers ou différenciants. On les retrouve dans le micro-usinage, dans l'ophtalmologie, dans des applications comme les capteurs quantiques, ou bien tout simplement pour faire des lasers. Les horloges atomiques servent à plusieurs applications, c'est-à-dire donc, que ce soit pour la navigation, pour l'instrumentation, pour les télécoms. Avoir une très bonne horloge atomique vous permettra d'avoir une télécommunication plus dense, plus synchronisée, vous permettra d'avoir votre capteur beaucoup plus précis, vous permettra aussi une navigation beaucoup plus précise. Cette horloge, donc née ici à Limoges dans le laboratoire, on peut lui annoncer un destin mondial. Je l'espère bien, c'est exactement notre ambition et c'est pour ça qu'on a été au CES. C'est pour donner de la visibilité à nos technos à l'échelle mondiale. Et oui, avec la fibre, nous pensons tous, même à la maison, maîtriser tout, presque en tout cas. Surtout, pensez à vous, c'est le plus important. Cette émission est disponible en replay vidéo si vous voulez la revoir sur le site de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. L'émission est également diffusée à la radio. Merci à nos auditeurs. Elle est également disponible en podcast audio. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine.